Bonjour, professeur, notre honorable assistance. Je remercie professeur Lefkir d'avoir organisé cette journée très intéressante et ayant proposé le thème d'ostéoporose et la collaboration de Laboratoire Amgen. Voilà, est-ce que vous me recevez? Oui, allez-y. Voilà. Donc, on commence par la définition définie par l'OMS en 1993 comme étant une affection qui affecte le squelette d'une façon diffuse, qui est caractérisée par une masse osseuse qui est basse, avec une altération microarchitecturale du tissu osseux qui conduit à une augmentation de la fragilité osseuse et la susceptibilité aux fractures. Cette définition a été actualisée en l'an 2000 comme étant une maladie osseuse qui est caractérisée par une réduction de la compétence osseuse conduisant à une augmentation du risque fracturaire. Donc, l'association de ces deux caractéristiques qui sont la diminution de la masse osseuse, qui est l'aspect quantitatif défini par l'ADMO, et la détérioration de la microarchitecture osseuse, qui est l'aspect qualitatif, va définir la fragilité osseuse et l'augmentation du risque fracturaire. Et la résistance de l'os ou bien la force osseuse, c'est l'association de la qualité de l'os et de la quantité de l'os. La qualité, elle est définie par le remodelage osseux qu'on va détailler, la minéralisation osseuse, l'accumulation des lésions et l'atteinte architecturale. Pour la quantité de l'os, on a la densité minérale osseuse qui va la définir. On va parler de l'ostéoporose postménopausique parce que c'est la plus fréquente des maladies fragilisantes du squelette. L'âge et la carence hormonale sont les déterminants essentiels de cette fragilité et c'est un problème de santé publique vu la fréquence de la maladie, le taux de mortalité élevé qui sont dus aux fractures vertébrales et même du col du fémur, la morbidité et le coût du traitement, que ce soit pour le traitement en ambulatoire ou bien en hospitalier pour les prothèses de hanche. Le diagnostic il doit être précoce par la DMO, d'où l'intérêt de cette formation médicale continue. Et bien sûr, les traitements, quand même, ils sont efficaces afin de réduire la survenue de fractures. On va dire qu'à la ménopause, on aura 30 à 35% des femmes qui vont faire une ostéoporose postménopausique. Et en France, ils ont constaté qu'il y aura 150 000 événements fracturaires qui devraient survenir annuellement en 2050 du fait du vieillissement de la population. Il faut savoir qu'après 50 ans, le risque de fracture du fémur double tous les 5 à 7 femmes que chez l'homme. Et l'âge médian de survenue des fractures de l'extrémité supérieure du fémur est de 81 ans. Je voulais faire une comparaison de cette ostéoporose avant 70 ans et plus de 70 ans. Le sexe ratio, donc, il est de 6 femmes pour un homme. Donc, l'ostéoporose, elle peut toucher aussi l'homme. La nature de l'os atteint, c'est l'os trabéculaire. Il touche l'extrémité inférieure du radius et des vertèbres. Le déterminant de cette perte osseuse, c'est la ménopause chez la femme. Après 70 ans, donc le sexe ratio, il diminue. Il est de 2 femmes pour un homme. L'os touché, c'est l'os trabéculaire et cortical. Par conséquent, on aura des fractures vertébrales du col du fémur et le bassin. Et le déterminant de cette perte osseuse, c'est la ménopause et le vieillissement. Pour le remodelage osseux, il faut savoir que l'os, c'est un tissu qui est vivant, en perpétuel renouvellement. Physiologiquement, chez l'adulte, un os qui est vieux, il doit être remplacé par un tissu qui est jeune, de même activité et de même quantité. C'est le remodelage osseux. C'est le rôle des deux cellules, les ostéoclastes en premier et les ostéoblastes en deuxième, avec bien sûr une bonne minéralisation primaire et secondaire. Donc, les ostéoblastes, ils vont sécréter deux facteurs qui sont le RONC-ligand et l'ostéoprotégrine. Ces facteurs, ils vont permettre la formation et l'activité des ostéoclastes. Par contre, les ostéoclastes, ils vont sécréter ce qu'on appelle le RONC qui est présent à leur surface.
Cette liaison entre le rank et le rank ligand va stimuler la différenciation des ostéoclastes et de leurs précurseurs, alors une résorption osseuse. Et bien sûr, tout déséquilibre du remodelage osseux en faveur de la résorption va entraîner une détérioration de la microarchitecture osseuse. Je voulais vous montrer ce schéma qui va illustrer la résorption et la formation. Donc, vous voyez que les ostéoclastes présentent à leur surface le rank et les ostéoblastes le rank ligand. Cette liaison entre le rank et le rank ligand va stimuler la différenciation des présostéoclastes en ostéoclastes matures et la résorption osseuse. Parallèlement, les ostéoblastes vont sécréter ce qu'on appelle l'ostéoprotégrine qui va se lier au rank ligand et donc inhiber cette différenciation ostéoclastique. Heureusement, donc le corps, les ostéoblastes, ils vont faire un équilibre entre la synthèse de l'ostéoprotégrine et du rank ligand afin de déterminer un bon remodelage osseux. On voulait insister sur le rôle des œstradioles qui sont des puissants inhibiteurs de la résorption osseuse puisqu'ils vont inhiber la voie rank-ligand et ils vont stimuler la formation de l'ostéoprotégrine alors de l'ostéoformation. Et je voulais vous montrer aussi que le TNF-alpha, les facteurs inflammatoires ainsi que les glucocorticoïdes qui sont des puissants résorbeurs osseux puisqu'ils vont stimuler la voie rank-ligand. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la ménopause? Donc, c'est une diminution des œstrogènes, alors une accélération du remodelage osseux, une augmentation de cette résorption osseuse qui est liée à l'augmentation du nombre et à l'activité des ostéoclastes. Il y aura de l'ostéoformation, mais qui est insuffisante pour compenser cet excès de résorption osseuse. Par conséquent, on aura des travées osseux qui s'affinent et qui se perforent. Cette perte osseuse, elle est accélérée après la ménopause et elle se localise surtout au niveau de l'os spongieux, c'est les corps vertébraux. On voulait montrer le capital osseux, donc on aura un gain osseux au cours de l'adolescence avec un gain de 50% de ce capital osseux. Il est dû au rôle du facteur génétique et hormonaux ainsi que l'apport calcique et l'activité physique. On aura un pic avec un effet plateau entre 20 jusqu'à 40 ans. Cette masse osseuse, elle va diminuer à la ménopause et la perte, elle commence de 2 à 5% par an. Et elle va être accélérée jusqu'à 30 à 50% à 80 ans. Et ceci, il est dû au rôle des apports calciques et vitamine D et surtout le rôle des chutes. On va essayer d'identifier les facteurs de risque de la masse osseuse basse. Il faut les connaître par cœur. Les principaux facteurs sont l'âge, c'est le nombre d'années depuis la ménopause qu'on doit calculer, le sexe féminin, l'ethnie, surtout la race blanche, une ménopause précoce avant 45 ans ou bien une ménopause chirurgicale, une puberté tardive, un T-score au niveau du rachis lombaire et ou de l'extrémité supérieure du fémur qui est bas, un antécédent personnel de fracture, une corticothérapie ancienne ou actuelle qui dépasse les 7,5 mg par kilo et dépassant les 3 mois, et l'antécédent de fracture de l'extrémité supérieure du fémur chez les parents du premier degré, une insuffisance de la masse osseuse corporelle, un trouble neuromusculaire ou orthopédique, dû à la consommation du tabac et de l'alcool, une faible activité physique, c'est-à-dire la sédentarité, et l'alimentation qui n'est pas riche en vitamine D et en calcium. On va essayer d'identifier aussi les facteurs de risque de chute, surtout chez un sujet de plus de 70 ans, qui sont les troubles de l'équilibre et de la vue, les maladies neurologiques centrales, certains médicaments qui peuvent être à l'origine de vertiges tels que les antihypertenseurs et les sédatifs, l'alcool et l'environnement. Donc, il faut faire attention au tapis, surtout au niveau des salles de bain et des couloirs chez les sujets de plus de 70 ans. Je voulais vous montrer un tissu osseux qui est normal, c'est la figure qui est en haut. Et voilà une ostéoporose trabéculaire, donc c'est des travées qui sont fins et qui sont fracturés. C'est la particularité de l'ostéoporose postménopausique. La même chose, c'est l'ostéoporose trabéculaire, des travées fins et fracturés.
Et voilà. Les conséquences de cette ostéoporose, c'est les fractures vertébrales. Ils ne sont plus considérés comme une manifestation initiale de la maladie, mais plutôt une complication. C'est la plus fréquente. Près d'une fracture ostéoporotique sur 2, c'est une fracture vertébrale. Malheureusement, elle est souvent asymptomatique. Et l'existence d'une fracture vertébrale ostéoporotique multiplie par 5 le risque de récidive de cette fracture. En deuxième, on a les fractures de la hanche et du poignet. Le diagnostic positif, comme elle a dit professeur Lefkir, donc il faut faire un diagnostic précoce parce que quand même c'est une maladie silencieuse. On peut la détecter suite à une DMO basse ou lors de l'existence de facteurs de risque à connaître par cœur. Les signes cliniques, on commence toujours par un interrogatoire minutieux. On recherche les antécédents personnels, familiaux, les facteurs de risque, les caractéristiques de la douleur. Donc c'est une douleur surtout mécanique avec un retentissement fonctionnel. Les signes fonctionnels, donc c'est une ostéopathie bénigne, il n'y a pas de manifestation, il n'y a pas de signes généraux. Donc, conservation de l'état général, absence de fièvre. On note des rachialgies dorsolombaires aiguës ou chroniques, aiguës qui est due au traumatisme minime qui signe le tassement vertébral avec l'impotence fonctionnelle totale, ou bien c'est des douleurs chroniques d'horaire mécanique et modérées. Les signes physique. Donc, l'examen physique doit être complet, un examen ostéo-articulaire, neurologique et somatique. Dans l'ostéo-articulaire, on recherche les douleurs à la palpation et à la pression des apophyses épineuses, une raideur rachidienne avec une contracture musculaire segmentaire, c'est pour les douleurs aiguës qui signent des tassements vertébraux, une diminution de la taille de plus de 3 cm qui est un signe sensible. On recherche aussi les troubles statiques tels que l'accentuation de la syphose dorsale et la diminution de l'espace costo-iliaque. Et bien sûr, on insiste sur l'absence de signes neurologiques ou de compression médulaire. Et on recherche des fractures telles que l'extrémité supérieure du fémur, les côtes et les os de l'avant-bras. Cette figure montre la diminution de la taille à partir de 60 ans et si elle est supérieure à 3 cm, c'est un signe très sensible. On continue par un bilan biologique. Il faut savoir demander une formule numération sanguine, une vitesse de sédimentation, une C-réactive protéine avec l'électrophorèse des protéines sériques, un bilan rénal, une protéinurie, avec un bilan phosphocalcique. La particularité de l'ostéoporose post-pneumonique, c'est que le bilan est tout à fait normal, avec un dosage de vitamine D et les marqueurs du remodelage osseux sont élevés en cas de fracture, surtout les phosphatases alcalines. Les autres hormones telles que les hormones thyroïdiennes, la TSH et la PTH, ils vont être demandées en fonction du contexte clinique afin d'éliminer les ostéopathies secondaires. Sur le plan radiologique, il faut demander en première intention une radiographie du rachis dorsolombaire de face et de profil et bien sûr le bassin. Et les autres, ça va être en fonction de l'orientation clinique. Qu'est-ce qu'on doit rechercher? On doit rechercher la raréfaction osseuse, qui est une augmentation diffuse de la transparence osseuse, qui est due à une perte de plus de 30% de cette masse osseuse. Une netteté accrue des contours osseux, un aspect peigné dans le sens vertical du corps vertébral, et l'aspect de vertèbre en vert déshabité qui est cerné au crayon, c'est ce qu'on appelle le liseré de deuil. On recherche aussi les tassements vertébraux, qu'on va les classer en fonction de leur forme et de leur sévérité. Les formes, donc on a les formes cunéiformes, c'est un affaissement d'un seul côté, biconcave de haut et d'en bas, ou bien par compression. Et on va classer en fonction du grade. Si la hauteur vertébrale elle diminue de 20 à 25%, c'est une fracture minime, le grade 1. Si la perte elle est de 25 à 40%, c'est le grade 2, fracture modérée. Si la perte de la hauteur vertébrale elle est supérieure à 40%, à ce moment-là, on est devant des fractures sévères grade 3. On recherche, je vous montre voilà, les tassements vertébraux. Donc, on ne se limite pas à rechercher uniquement un tassement vertébral, mais aussi on recherche s'il y a des signes de bénignité de ce tassement vertébral, c'est-à-dire absence du recul du mur postérieur,
les corticales qui sont respectées, le disque intervertébral qui est respecté et bien sûr l'absence de lésions lithiques au niveau du corps vertébral. Parce qu'on insiste à dire que l'ostéoporose post-ménopausique, c'est une ostéopathie bénigne. Et bien sûr, sur les os longs, on recherche des corticales qui sont amincies. Les autres investigations telles que la scintigraphie osseuse, la TDM et l'IRM ne font pas partie du diagnostic, mais sauf s'il y a un doute avec une autre ostéopathie. Voilà aussi, il y a des tassements biconcaves et un tassement par compression. Donc, c'est facile à reconnaître sur les radiographies standards. Et les fractures du col du fémur. Il faut faire attention, comme on a dit, toutes les fractures vertébrales ne sont pas ostéoporotiques. Au moindre suspect sur un caractère d'une fracture tumorale ou bien la présence de signes neurologiques, à ce moment-là, il faut demander l'IRM. Le diagnostic positif, il se fait aussi par l'absorptiométrie biphotonique à rayon X. C'est la technique de référence pour estimer la résistance osseuse par la mesure du contenu minéral osseux. C'est un examen qui est non invasif. Il va permettre le diagnostic précoce. Les sites privilégiés sont le rachis et l'extrémité supérieure du fémur, le rachis pour l'os trabéculaire de L1 à L4 pour le fémur afin d'analyser l'os cortical. Pour l'avant-bras, le site proximal, elle va déterminer la composante corticale ou la composante distale pour la trabéculaire. On aura deux valeurs qui sont le T-score et le Z-score qui sont définis par la DMO. Le T-score, on le définit comme le nombre d'écarts types par rapport à la moyenne des sujets jeunes, normaux, de même sexe, au même site osseux. Il sert au diagnostic de l'ostéoporose post-ménopausique. Pour le Z-score, c'est le nombre d'écarts types par rapport à la moyenne de sujets de même âge. Il ne sert pas au diagnostic de la post-ménopausique. On peut l'utiliser avant la ménopause ou bien chez un sujet jeune. Les valeurs de la DMO à connaître aussi, c'est le T-score, s'il est supérieur à -1, c'est un os qui est normal. Entre -1 et -2,5, on parle d'ostéopénie. Inférieur à -2,5, on est dans l'ostéoporose. S'il y a un chiffre inférieur à -2,5 avec fracture vertébrale, à ce moment-là, vous êtes dans l'ostéoporose sévère. Voilà comment se présente la fiche de la DMO. Donc, on va essayer de lire le T-score, le total L1, L4 et même au niveau du col. Un nouveau logiciel qui est installé automatiquement au niveau des DMO, qui est le TBS, c'est le Trabeculaire Bone Score. C'est un paramètre qui va identifier la texture osseuse qui est mesurée automatiquement sur les données de DMO au rachis lombaire. Il va montrer un risque fracturaire si le chiffre il est inférieur à 1,2. Et voilà comment se présente ce TBS. On peut avoir une DMO normale, mais une TBS qui est basse. Après avoir fait synthétiser l'examen clinique biologique et radiologique, il faut savoir évaluer le risque fracturaire afin de faire une décision thérapeutique. En premier lieu, toujours, on va prendre les chiffres de l'ostéodensitométrie. C'est une indication qui est définie par la haute autorité de santé. Elle est nécessaire car les preuves de bénéfice antifracturaire des médicaments ont été établies dans les populations définies par des critères densitométriques, mais à savoir qu'elle n'est pas à elle seule un élément, le seul facteur assez sensible du risque fracturaire. Donc, on aura d'autres signes cliniques qui sont indépendants de la densité minérale osseuse, qui sont des antécédents de fracture. Et chez la femme ménopausée, on a 4 facteurs de risque essentiellement à rechercher, qui sont les antécédents familiaux de fracture du col du fémur, une ménopause précoce avant 45 ans, l'IMC qui est inférieur à 19 kg par mètre carré et la prise de traitement par corticoïdes. On peut s'aider aussi du FRAX. C'est un outil qui est proposé par l'EAMS afin de quantifier le risque fracturaire sur 10 ans. Il va combiner quand même 10 facteurs de risque, à savoir
Donc, on a l'âge, le sexe, le poids, les antécédents de fracture. Il prend même en considération la consommation du tabac et des corticoïdes et la polyarthrite rhumatoïde, ce qui nous intéresse dans les rhumatismes inflammatoires, et les chiffres de DMO et l'existence ou non de l'ostéoporose secondaire. À ce moment-là, on va calculer la probabilité de fracture sur 10 ans avec la DMO. Il faut savoir que ce FRAX, il est adapté à chaque population. Donc, chaque pays, il doit avoir son FRAX. Malheureusement, en Algérie, on n'a pas eu encore de FRAX adapté à notre population. Mais il n'existe pas à savoir aussi que des essais cliniques qui ont démontré l'efficacité antifracturaire du traitement ostéoporotique pour la population sélectionnée par le FRAX. On ne peut pas parler d'ostéoporose sans citer les étiologies de l'ostéoporose secondaire, qui sont l'hyperthyroïdie non traitée, l'hypogonadisme, l'hypercalciurie, la maladie de Cushing et l'acromégalie. Donc, ils sont tous à l'origine d'une masse osseuse basse. La prise médicamenteuse, comme vous savez, les corticoïdes, qui sont des puissants résorbeurs osseux. Si la dose, elle dépasse les 7,5 mg par jour et plus de 3 mois, les hormones thyroïdiennes en excès, les analogues de la GnRH, les anticonvulsivants, l'alcool, le tabac, la cyclosporine et les paris. Certaines maladies génétiques, telles que la maladie de Lobstein, qui est une ostéogenèse imparfaite, la maladie de Merford, la maladie d'Ehlers et l'homocysténurie. Certaines manifestations digestives, maladies telles que la gastrectomie, les maladies inflammatoires de l'intestin. On a vu que les facteurs inflammatoires, c'est des puissants aussi résorbeurs osseux. La maladie cœliaque, un bypass digestif, la cirrhose hépatique et l'insuffisance pancréatique. Les hémoglobinopathies, la maladie de Gaucher et la mastocytose peuvent être à l'origine d'une masse osseuse basse. Et bien sûr, les maladies inflammatoires chroniques rhumatismales et l'ostéodystrophie rénale. Le diagnostic différentiel, donc on a dit que c'est une ostéopathie bénigne. On peut faire le diagnostic différentiel avant la fracture avec la maladie de Scheuermann. C'est une dystrophie rachidienne de croissance. Ou bien, après les fractures, il faut éliminer d'abord les ostéopathies déminéralisantes bénignes, à savoir les endocriniennes, l'hyperparathyroïdie, l'hyperthyroïdie non traitée, certaines maladies métaboliques telles que l'ostéomalacie, et surtout éliminer les ostéopathies déminéralisantes malignes telles que les hémopathies malignes, le myélome multiple, les métastases osseuses d'un cancer ostéophile, le cancer du poumon, la thyroïde, le sein, et l'ostéodystrophie rénale. Après avoir fait le diagnostic, du diagnostic à la prise en charge, pourquoi on va traiter les malades? Parce que quand même, les fractures sont des conséquences graves de l'ostéoporose non traitée. Les fractures ostéoporotiques génèrent des coûts considérables et des traitements efficaces ont été développés depuis plusieurs années. Et on a noté que le rapport bénéfice-risque et le rapport coût-efficacité de ces traitements est jugé quand même bon. Et je vous remercie.